Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si l'on a une opportunité d'investissement sur la société Steph qui a sorti hier ses résultats annuels 2022 qui sont excellents malgré des marges grignotées par la hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les résultats de Steph ont été salués en bourse avec une hausse de 4,82% contre une baisse du marché français de 1,30%. On va analyser la société et savoir si l'on a une opportunité d'investissement à long terme sur cette société qui est, je dirais, value. Et on va tout d'abord regarder son cours de bourse. Donc depuis le début de l'année, on a une hausse de 17,49% du cours. Depuis un an, 18%. Depuis 5 ans, on a le cours qui est à peu près stable à 13%. Et depuis sa création, son introduction en bourse en 98, on a une performance de presque 900%, donc qui montre que Steph crée de la valeur, mais a une croissance assez limitée. Mais je pense qu'elle est bulletproof, c'est-à-dire qu'elle elle peut résister à toutes les crises et à toutes les épreuves. Et elle est essentielle dans la société française et maintenant elle a une place importante au niveau européen. Donc tout d'abord, on va regarder une petite vidéo qui présente Steph. Nous sommes Steph et nous assurons depuis plus de 100 ans une mission essentielle: garantir l'approvisionnement alimentaire de millions d'Européens. Nous sommes au cœur de la chaîne alimentaire. Nous stockons, conditionnons et transportons les produits présents au quotidien dans les assiettes. Nous travaillons main dans la main avec les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs. Nous apportons à des millions de consommateurs une alimentation conforme à leurs envies et à leurs engagements. Nous nous mettons au service de nos clients avec enthousiasme, respect, rigueur et performance. Notre fierté, c'est d'accompagner leur croissance et de les aider à conquérir de nouveaux territoires. Avec eux, nous inventons la supply chain de demain, toujours plus fiable, connectée et respectueuse de l'environnement. Et pour que les générations futures aient toujours le choix de leur alimentation, nous nous engageons chaque jour, dans notre activité, dans notre secteur, à tracer une voie plus responsable et plus vertueuse. Nous sommes Steph. Nous sommes plus de 20 000. Et ce qui nous anime, c'est d'offrir à chacun la liberté de manger ce qu'il aime, en toute confiance. Steph, des équipes engagées au quotidien pour garantir durablement et en toute sécurité l'accès à la diversité alimentaire pour tous. Donc on voit à travers cette petite présentation que Steph a deux métiers, la transport et la logistique, pardon. Maintenant, on va lire un petit article qui nous vient tout droit de Zone Bourse et que j'ai très apprécié quand je l'ai lu. Et je vais essayer de vous transmettre ça. Donc c'est un article d'Étienne Monceau qui dit Steph, le logisticien du froid. Le logisticien qui venait du froid, pardon. Un maillon critique des chaînes d'approvisionnement de produits périssables, le logisticien Steph est un spécialiste du transport au grand froid. Les automobilistes ont l'habitude de croiser ces véhicules réfrigérés sur les routes européennes. Cela dit, outre le fret, le groupe développe aussi une activité tempérée et sec alimentaire. Penchons-nous un peu sur cette valeur moyenne française discrète et bien gérée. Le groupe Steph compte plus de 20 000 employés, 4 000 véhicules, 4 bateaux cargo et 10 millions de mètres cubes de capacité d'entreposage répartis sur 257 sites multitempératures, dont 173 en France. Des actifs impressionnants pour un groupe dont la valeur d'entreprise reste sous la barre de 2 milliards d'euros. Ce sont ces mêmes actifs qui permettent à Steph de générer 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest, dont 2 milliards sur son marché domestique. Donc là, c'est les chiffres de 2021, il me semble, de l'année 2021. On verra qu'on a une grosse augmentation cette année. Ensuite,
Ces infrastructures logistiques et le maillage territorial progressivement installé par le groupe sont de très précieux avantages compétitifs. Ils préviennent l'arrivée de nouveaux entrants et consolident l'ubiquité de ces quelques groupes qui sont parvenus à développer de telles empreintes au cours des dernières décennies. Je vais vous montrer ensuite pour ce qui est de l'avantage compétitif, donc c'est-à-dire des moats de Steph, je vais vous montrer une vidéo très intéressante sur une analyse fondamentale de la part du collègue Finance Academy et que je trouve très intéressant et qui s'y connaît et qui est investisseur depuis nombreuses années sur la valeur. Je tiens à dire aussi que cette vidéo ne présente pas un conseil d'investissement. Donc ici on voit bien le maillage territorial et le nombre d'entrepôts répartis entre différents pays en Europe. On a la France, on a le plus grand nombre d'entrepôts, on a l'Espace, le Portugal, l'Italie, et maintenant, nouvellement, on a le Royaume-Uni. Et on nous dit que c'est le premier réseau frigorifique européen, d'après une source Steph. Par ailleurs, une partie de la dette est adossée aux actifs immobiliers, les plateformes logistiques très prisées des investisseurs, en particulier dans le secteur en plein boom des gestionnaires d'actifs spécialisés dans les infrastructures. En cas de difficulté, Steph peut ainsi céder les entrepôts qu'ils détiennent pour dégager du cash via des cessions bail par exemple. Donc, en effet, Steph, elle est assise sur un patrimoine immobilier. Lorsque vous investissez dans Steph, vous détenez une partie d'un patrimoine immobilier logistique, donc d'entrepôts frigorifiques. Et en effet, ces entrepôts sont très prisés par des sociétés cotées en bourse, des rates européennes qui sont dans le secteur de la logistique et dans la logistique tempérée, comme il me semble Argan. Et on a aussi des SCPI comme Activimo qui investissent dans des entrepôts logistiques qui peuvent être intéressés par ce type de bien. Donc Steph, en cas de pépin, elle peut se dégager d'une partie de son patrimoine en cession bail, c'est-à-dire qu'elle vend son entrepôt, mais elle peut toujours le louer, mais elle le vend à une société. Donc c'est vraiment très intéressant en cas de difficultés financières. On sait que la société, elle peut faire face à ces difficultés facilement. Une des originalités de ce groupe, réputé pour sa gestion prudente, est la nature de son actionnariat. Aujourd'hui, 72,56% du capital de Steph est détenu par son management et ses salariés, soit une configuration très inhabituelle en Europe. Le groupe autodétient aussi 5% de ses propres actions. Donc là, je vous renvoie aussi à ma dernière vidéo pour dire que les sociétés dont le capital est détenu par la famille ou par le management et les salariés surperforment à long terme les entreprises non familiales et non gérées à long terme par le management, car d'après une étude du Crédit Suisse, car elles pensent à plus long terme, elles font moins de marketing et vendent moins leur capacité à faire de la croissance. Et donc c'est moins pricé par le marché, mais elles créent plus de valeur à long terme que d'autres sociétés qui essayent de faire des prévisions à long terme et de faire des croissances de 20%. L'actualité récente est marquée par deux acquisitions importantes, celle de l'allemand Nagel qui dispose d'une forte présence en Europe de l'Ouest et d'un maillage territorial très complémentaire avec celui de Steph, et celle du britannique Langons au UK. On en déduit que le futur du groupe est clairement orienté à l'international et qu'il se construira au travers d'acquisitions, car le marché en Europe de l'Ouest est saturé et ne laisse plus de place pour un développement organique. Des comptes très lisibles. Du point de vue financier, nous adoptons, comme souvent, une habitude très patrimoniale, c'est-à-dire fondamentale et de long terme. Déchiffrons ensemble la dynamique opérationnelle et financière de ce business en regardant en arrière sur la décennie 2011-2021 qui correspond bien à un cycle économique prospère, crise euro qui s'achève en 2013 et ralentissement économique attendu par le consensus l'année prochaine en Europe, causé en particulier par la hausse critique du coût de l'énergie. Sur cette période, le chiffre d'affaires passe de 2,3 à 3,5 milliards d'euros, soit un taux de croissance annuel fort modeste de 4,3%. Donc voilà, le taux de croissance du chiffre d'affaires est assez faible, on va se le dire. 4,3%, c'est pas énorme, mais on a toujours de la croissance qui est très intéressant et on a une croissance qui dure depuis 20 ans.
Donc je continue. Le profil de marge est structurellement compressé par l'intensité de la concurrence, mais reste intéressant dans la mesure où le groupe réalise un excellent contrôle des coûts et exploite un endettement raisonnable, ce qui a d'ailleurs permis à l'entreprise de rester profitable chaque année. Pour l'anecdote, ceci reste vrai sur la période très troublée de 2007 à 2011, traversée sans encombre par Steph. Un bon point, donc, croissance et marge modeste, mais activité résiliente et profitable. Donc c'est comme je vous disais au début, on veut une entreprise bulletproof. La lecture du bilan nous permet d'appréhender l'excellente gestion du groupe qui utilise le levier financier avec maîtrise. Rentabilité économique avoisinant les 6% pour une rentabilité des capitaux propres proche des 14% et des charges d'intérêt couvertes plus de 25 fois par les bits. La dette long terme représente moins de la moitié des capitaux propres, capitaux dont la valeur de marché est sans doute sous-estimée car le patrimoine immobilier est amorti, alors qu'en pratique, il s'est apprécié significativement. Oui, en effet, Activimo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché de la logistique, des entrepôts frigorifiques et de la logistique est très prisé par les investisseurs institutionnels en France, donc comme les sociétés Argan, une REIT cotée, et Activimo, pour ne citer qu'elle. Même si cette remarque est moins pertinente en période de taux faibles, elle pourrait redevenir importante. On note parmi les bons points que le besoin en fonds de roulement du groupe est négatif, ce qui limite son intensité capitalistique. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que le groupe n'a pas besoin d'un énorme besoin en fonds de roulement pour fonctionner. Et donc, c'est très bon signe à long terme. Au travers de l'étude des flux de trésorerie, employons-nous aussi à bien comprendre la provenance et l'emploi des ressources. La provenance et l'emploi du cash. Premier bon point, le groupe s'autofinance largement et ne fait pas d'augmentation de capital et n'a recours qu'avec parcimonie à l'endettement, ce qui ne l'empêche pas de maintenir une rentabilité satisfaisante sur le cycle. Concernant la capacité bénéficiaire sur la période 2011-2021, Steph délivre un profit total cumulé de 865 millions d'euros. Celui-ci est supérieur à la somme des free cash flow, profit cash, de 514 millions d'euros, car les capex sont supérieurs aux amortissements. Le parc d'activité est en développement. Donc en effet, Steph investit énormément et s'endette énormément pour développer son parc immobilier. Et on a en effet du coup des capex qui sont supérieurs aux amortissements et donc des free cash flow qui sont inférieurs au net income. Cela étant dit, l'activité est lisible et la lecture des comptes sans ambiguïté. Par ailleurs, si les capex ont été importants, c'est parce que le groupe était en phase de croissance. Valoriser le groupe via un multiple de ses profits comptables est donc loin d'être idiot. En tout cas, l'allocation du capital est très claire à déchiffrer. Les 514 millions de free cash flow ont été utilisés pour moitié dans le but d'assurer la croissance externe, tandis que l'autre moitié a été progressivement versée aux actionnaires par le biais des dividendes. Question valorisation, et d'ailleurs augmentation du dividende assez exceptionnelle, exponentielle cette année de 33%, qui suit exactement le résultat net qui a augmenté de 33%. Question valorisation, du fait des deux grosses acquisitions en 2021, il est nécessaire de se reporter à la performance de l'an passé pour rester sur un périmètre comparable. Sur l'exercice 2020, Steph réalise un profit de 110 millions pour une capitalisation boursière de 1 milliard, soit un peu moins de 10 fois les profits. Si l'on préfère raisonner sur la base des free cash flow, le multiple est de 5, mais attention, il y a eu un effet exceptionnel et très positif sur le besoin en fonds de roulement. Restons donc sur le profit net. Donc en effet, on a vu que les net income étaient plus élevés que les free cash flow, mais actuellement ça s'est inversé. Donc c'est plus prudent de se référer au résultat net. Une valorisation tentante. Cette valorisation coupée à un rendement sur dividende intéressant et prévisible pourrait nous tenter. Cependant, ce qui bloque un peu chez Steph, c'est la difficulté à créer de la valeur. Un schéma financier qui me rappelle étrangement celui d'Elis, même s'il s'agit d'activités différentes. On parle en effet d'un business simple avec de la visibilité, du maillage territorial important en Europe, une faible rentabilité économique, un recours maîtrisé aux leviers financiers et une valorisation raisonnable. Des titres de bons pères-mères de famille, certes, mais on peut s'attendre à une performance exceptionnelle. On ne peut s'attendre à une performance exceptionnelle de ces investissements non plus. Cette remarque se traduit effectivement par le cours du titre sur les 20 dernières années qui restait au même niveau pendant 8 ans entre 2006 et 2014 et revient au T4 2022 au niveau qu'il occupait en 2017. Même si on voit que l'article il date de septembre 2022,
où là on a eu l'annonce de la vente de l'activité méridionale, donc de transport maritime, qui perd de l'argent, et Steph a un peu explosé en bourse depuis le début de l'année. Donc, donc on va suivre cette affaire, je vais vous en parler un peu après. Mais en effet, on pourrait avoir une création de valeur plus importante si Steph venait à vendre à CMA CGM sa filière méridionale, la méridionale, qui est du transport maritime. On en était là. Donc, en dépit d'une gestion exemplaire, la création de valeur est structurellement limitée et à long terme, le cours du titre suit toujours la dite création de valeur. Donc, oui, le cours est adossé aux résultats de l'entreprise. Donc, on a un gain faible sur ces 20 dernières années qui suit la création de valeur à une croissance raisonnable de 4% sur ces 10 dernières années. Mais là, on voit cette année qu'on a une croissance de 20% et de 14% en organique. Donc, ce qui est très, très positif pour nous si on investit à long terme. Et les seuls moyens de dynamiser le business est de réaliser de grosses acquisitions comme le fait très bien le Canadien TFI International, ou bien de diversifier ses offres et de développer des activités plus rentables à l'aide des profits générés sur l'activité d'origine. Le choix qu'a fait Elis. Mais bien sûr, cela implique de prendre de gros risques financiers et opérationnels, et a priori, ce n'est pas vraiment le genre de la maison Steph. Si le titre continue de chuter dans la crainte d'une récession, le dossier pourrait devenir intéressant dans le sens que le business restera solide et indispensable. Donc, on voit que Steph essaye de se développer à l'international et de devenir le leader européen de la logistique et du transport de frais. Donc, on commence à avoir une création de valeur plus importante et une grosse acquisition grâce aux acquisitions de Nagel, notamment au UK, donc Langons. Donc, on va regarder maintenant une petite vidéo pour expliquer l'avantage compétitif de Steph, donc son maillage territorial, etc. Et on va regarder donc la chaîne de Finance Academy, du collègue Finance Academy, et je vous invite à aller vous abonner et à liker ces vidéos qui sont d'une très très bonne qualité. Et je lance ça tout de suite. Compétitif durable du groupe Steph, qu'on peut appeler donc grossir là, de façon mécanique, puisqu'ils ont racheté des actifs, ont déjà des portefeuilles clients. Alors maintenant, on va parler de l'avantage compétitif durable du groupe Steph, qu'on peut appeler donc Douve ou MOT, tel que ça a été popularisé par Warren Buffett. Donc pour ce faire, je vais utiliser une synthèse qui a été faite par Michael Porter dans son best-seller L'avantage concurrentiel, comment devancer ses concurrents et maintenir son avance. Alors Porter avait identifié pour les nouveaux entrants un certain nombre d'obstacles à l'entrée, et ici on va focaliser uniquement sur ça. Toute cette partie-là, ici on va pas en parler parce que ça serait beaucoup trop long. Alors le focus qu'a fait Porter sur les nouveaux entrants, il est listé ici à travers les différents obstacles à l'entrée. Pour chaque obstacle où Steph est concerné, j'ai mis une petite flèche rouge et par la suite je vais vous détailler tout ça. Donc économie d'échelle, j'ai mis oui. Différence dans les produits protégés par des brevets, donc là j'ai mis non. Image de marque non plus, coût de conversion non plus. Besoin en capitaux, j'ai mis oui. Accès au circuit de distribution, j'ai mis oui aussi. Avantage absolu par les coûts, j'ai mis oui avec la courbe d'expérience. Alors concernant les besoins en capitaux et les points de distribution, j'ai repris ici l'état des actifs bruts du groupe Steph en date du bilan du 31/12/2021, et on voit qu'on a une société qui au fil des décennies a accumulé l'équivalent de 1,7 milliard, 1,8 milliard de terrain et de construction. Donc voilà une barrière à l'entrée, ça veut dire que pour être un concurrent à hauteur de Steph, il faudrait pouvoir mettre des capex dans des entrepôts et des terrains à hauteur à minima d'1,7 milliard et probablement plus, puisque c'est la valeur historique qu'il y a dans les comptes. Concernant le réseau de distribution, sur le site Steph, je suis allé prendre en fin de compte une cartographie où il synthétise les différents entrepôts qu'ils possèdent. Donc on peut voir pour la France, où je le rappelle, ils possèdent 60% des parts de marché. On peut voir que dans le nord, ils ont 75 entrepôts, vers la Bretagne, ils en ont 49, dans le sud, 62, etc., etc. Et pour vous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre un maillage fin des entrepôts et la rentabilité par rapport au coût que peut avoir Steph, je vous explique tout ça à travers donc une vidéo. Alors pour pouvoir parler des techniques et des organisations dans les réseaux enfin, de distribution, que ce soit des produits frais comme Steph ou même des colis à température ambiante, je vais utiliser pour ce faire une thèse qui a été faite par monsieur Pierre Launay. Donc cette thèse elle est disponible à travers ce lien. Donc il explique qu'il existe 4 types en fin de compte de messagerie, et Steph on a une qui est particulière. Pour les dessins, en termes de légende, on est donc comme ça. Donc là vous avez donc le camion, quand vous avez les petites croix sur les colis, ça veut dire qu'il va les ramasser. Après ils se retrouvent dans le camion et quand les colis sont sur le sol et qu'il n'y a pas de petites croix, c'est qu'ils sont donc déposés. Et donc la première technique pour transporter en fin de compte des colis, c'est tout simplement une technique de transport sans rupture de charge, c'est-à-dire que par ce petit schéma là, vous avez donc ici les colis
qui sont donc ramassés, montés dans le camion et tout est déposé au même endroit. Donc ça nécessite un camion par trajet avec ici un fournisseur et puis donc ici un client. Donc ça c'est vraiment le truc de base. Après quand on veut un peu plus optimiser sa flotte de camions parce qu'on a plusieurs clients et on a plusieurs fournisseurs, on peut faire ce qui s'appelle le lot partiel, c'est-à-dire c'est une technique de transport avec du groupage mais sans passage à quai. C'est-à-dire que si on regarde la façon dont c'est organisé, donc ici vous avez donc un camion donc qui démarre ici et qui charge en fin de compte les colis, donc il y a une partie où là il roule à vide, ici il y a une autre partie des colis qui charge et ça se retrouve dans le camion, ici une autre partie des colis qui charge, là vous vous retrouvez donc ici avec le camion qui est plein, qui va donc déposer le colis bleu, puis le colis vert, puis le colis rouge. Donc ça c'est la deuxième technique qui s'appelle le lot partiel. Et puis il y a une troisième technique qui s'appelle la technique de la messagerie, qui est une technique de transport qui est caractérisée par la rupture de charge et par du tri. Donc ça c'est ce que fait Steph. Donc pour ce faire, en fin de compte, vous avez, on va dire, 5 phases qui sont vraiment caractéristiques. Et dans les phases 2 et les phases 4, ici vous êtes avec ce qui s'appelle un déchargement à quai, où là vous avez groupé ou dégroupé des colis de manière à pouvoir faire ce qui s'appelle les tractions de façon optimisée. Donc je vais prendre des exemples. Donc la première phase c'est les phases de tournée. Donc ici vous êtes sur un entrepôt du groupe Steph, le camion il repart chargé de colis rouges, colis verts et colis bleus. Il commence à faire un dépôt, il a déposé un client qui voulait du colis rouge, il continue donc avec son colis vert, son colis bleu, il dépose le colis vert et le colis bleu, il tourne un petit peu à vide, mais à ce moment-là, il ramasse chez un fournisseur des fournitures, il continue à tourner, etc., etc. Et quand il est plein, il retourne ici. Et ici, quel est l'intérêt ici d'avoir ce qui s'appelle un déchargement à quai, notamment dans un groupe froid pour les entrepôts Steph? C'est tout simplement lorsque vous avez des produits qui sont ici avec un rayon, je dirais, de fabrication ou de production qui est de quelques kilomètres, quelques dizaines ou peut-être même quelques centaines de kilomètres, puis que vous voulez les livrer beaucoup plus loin, mais de façon optimisée, il faut à tout prix que vos camions qui s'appellent les camions de traction, entre votre point, je dirais, de tri ici dans un entrepôt Steph, puis le point final où ça va recevoir les marchandises et les trier pour pouvoir les redistribuer aux clients à un autre point, il faut à tout prix que les camions qui fassent de la traction, ici, entre le point 2 et le point 4, soient les plus pleins possible. Plus ils sont pleins, évidemment, plus c'est optimisé. Et l'intérêt, évidemment, du groupe Steph d'avoir un maillage très fin, c'est quand vous avez des points 2 et des points 4 qui, en France, sont très maillés, forcément, vous avez des taux d'occupation de vos camions dans les tractions qui est très très fort. Alors, si je reprends donc maintenant mon exemple avec l'entrepôt au point 2 du groupe Steph, vous vous retrouvez avec plein de camions qui ont été chargés et qui ont ramené plein de fournitures, des fruits, des légumes, etc. À ce moment-là, Steph va à nouveau les mettre à quai, va les trier pour pouvoir les dispatcher par camions de traction qui vont aller livrer au point 4 ici, mais vous pouvez avoir un autre point qui s'appelle 4', qui est peut-être à 70 km de là, ça sera un autre camion qui va le faire. L'idée, ça va être d'optimiser le taux de remplissage du camion entre le point 2 et le point 4, et puis vu qu'ici ils auront déchargé à quai, puis ils auront groupé, dégroupé, vous allez avoir des autres paquets de colis pour aller du point 2 à un point qui s'appelle 4', qui est un petit peu plus loin avec d'autres clients. Donc une fois que vous avez vos palettes qui sont bien disposées pour aller du point 2 au point 4, il y a le camion qui fait la traction, et c'est pareil, une fois qu'il arrive ici, c'est remis sur quai, et c'est à nouveau redistribué dans d'autres palettes pour pouvoir être remonté dans d'autres camions pour aller livrer de façon optimisée un maximum en fin de compte de clients avec des camions qui sont les plus pleins possibles. Donc ça, il faut bien comprendre qu'évidemment, plus les camions sont pleins, plus vous avez de la rentabilité forte, et pour que les camions soient pleins, ça vous nécessite de la logistique qui soit optimale, et ça nécessite aussi du maillage qui soit le plus fin possible. Il existe une quatrième technique de messagerie qui n'est pas du tout celle qu'utilise Steph, et là, le premier critère, c'est surtout le temps. Donc ça s'appelle la course. L'objectif recherché n'est pas de maximiser les capacités de chargement des véhicules, mais la livraison dans les délais les plus courts. Donc là, vous voyez, c'est un autre type, où là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est très 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 rapide. Donc vous vous retrouvez, si vous voulez faire de la rapidité, avec évidemment des taux d'occupation de vos véhicules qui n'est pas du tout proche de 100%. Alors en synthèse, pour résumer, pour Steph, les barrières à l'entrée que moi je considère comme fortes, c'est tous les capitaux nécessaires pour bâtir un réseau. C'est aussi la rentabilité qui est liée à la densité du réseau. Plus le réseau est dense, donc comme vous l'avez vu, plus les taux de remplissage des camions est fort et donc plus votre marge est forte. Donc là, pour moi, la stratégie de Steph, elle est claire et en même temps elle est forte, puisque les parts de marché qui sont fortes dans des pays comme la France où ils sont à 60% sont probablement difficilement délogeables, et la suite c'est qu'ils sont en train de mailler d'autres pays, et le prochain pays qui va être à taille critique c'est probablement l'Italie. Alors voilà, donc si vous avez aimé ce type de vidéo, moi je vous invite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à l'ami Finance Academy qui fait beaucoup de travail et un très bon travail de qualité. Et j'avais très très apprécié notamment son interview du gérant William Higgins que j'apprécie particulièrement. Donc maintenant on retourne un peu sur ce qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on avait vu? Je voulais vous montrer donc la présentation des résultats ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un contexte très volatile. Une accélération de l'inflation qui pénalise la consommation alimentaire. Donc sur la zone euro où est implanté Steph, on a donc une accélération de l'inflation et donc une diminution de la consommation alimentaire et une petite diminution des volumes transportés. On a une hausse des coûts d'électricité qui a été assez critique, notamment en Italie, on va la voir après, et une hausse des taux d'intérêt, notamment car Steph est exposé à des taux variables. Donc la hausse des taux d'intérêt a un petit impact sur les résultats de Steph.
Donc consolidation sur le marché. Donc on a eu des acquisitions en Suisse, une acquisition en Suisse ici de Frigo Suisse, 54 salariés, un entrepôt, 18,8 millions de chiffre d'affaires en 2021. Pareil en Italie, sur le réseau du surgelé également. Acquisition de Svat, 240 salariés, 4 sites, 69 millions de chiffre d'affaires en 2021. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la perf financière? Donc là, on a un chiffre d'affaires qui est dynamisé par la croissance externe. On va se retourner là. Donc à périmètre constant, on a quand même 14,2% de croissance organique du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que entre les deux semestres, je pense que le premier semestre, d'après Steph, a été plutôt favorable en termes de volume. Donc c'est le volume qui a fait grossir le chiffre d'affaires, mais en deuxième partie d'année, au semestre 2, le volume a diminué. Donc je pense que le volume était équilibré, mais que cette croissance à périmètre constant, elle correspond à un gain de part de marché de la part de Steph. Donc ce qui est très intéressant. Et oui, en effet, il me semble que j'ai vu qu'on a eu des nouveaux contrats significatifs de la part de Steph, donc qui ont un effet très important sur le chiffre d'affaires et donc un gain de part de marché, et c'est ce qu'on aime voir, donc l'avantage compétitif où les concurrents perdent du terrain petit à petit face à Steph. Donc résultat opérationnel courant impacté par le coût de l'énergie. Donc en effet, là, on avait un taux de marge en 2021 de 5,1% et là, on a un taux de marge de 4,7%, notamment impacté par la hausse du coût de l'énergie. Ça, on le voit ici. Donc le résultat opérationnel bénéficie d'une contribution importante des sociétés acquises, plus 13 millions d'euros, et de cession d'actifs immobiliers et véhicules pour 12 millions d'euros. Ces contributions positives permettent d'atténuer la hausse des coûts de l'énergie qui progresse de 75% sur la période. Des coûts de l'électricité, pardon, qui progresse de 75% sur la période. Donc d'après ce que j'en pense, c'est que le S1 a été très marqué par cette augmentation des coûts d'électricité, parce que quand on regarde ici, sur le rapport financier du premier semestre 2022, on voit que au niveau d'achat d'autres énergies, on était à 22 millions sur le premier semestre 2022, et ici on est à 42 millions au S1 2022. Donc approximativement, je dis que la hausse du coût d'électricité, même s'il y a sûrement d'autres énergies, il y a sûrement du gaz peut-être dans l'énergie, ça a fait à peu près x2 au S1 2022, et là on se retrouve au S2 avec seulement une hausse de 75%. Donc la baisse des coûs de l'énergie est entamée, et je pense que pour 2023 on va avoir des effets de base très positifs du coup pour ce qui est des coûts d'énergie. Comme c'est cité dans le rapport du premier semestre, la variation de ce poste s'explique d'une part par l'effet périmètre et d'autre part par la hausse significative du coût de l'énergie pour 54 millions d'euros hors l'effet périmètre. Donc hausse du coût d'énergie, électricité et carburant. Donc là on voit effectivement aussi que le carburant a à peu près doublé sur le premier semestre. Mais on sait que Steph est couvert au niveau du carburant, comme c'est marqué ici. Pour le carburant, le dispositif réglementaire du pied de facture existant en France permet de limiter l'exposition du groupe concernant l'électricité. De par son activité, le groupe bénéficie de quotas d'électricité à prix fixe à rang en France. Cependant, le groupe reste exposé aux variations des prix spot de l'électricité sur une partie de sa consommation. Donc, d'après un document de Finance Academy aussi, il vous donne des documents sur Steph. Il me semble qu'ils étaient couverts de 40 à 50% au niveau de l'électricité, en effet, mais le reste est exposé aux variations spot de l'électricité. Et enfin, les activités de restauration hors domicile n'ont pas été impactées comme au premier semestre 2021 par la fermeture des restaurants, entraînant une hausse des achats de marchandises. Donc là, je pense que ça a un petit impact au niveau du besoin en fonds de roulement, mais c'est tout. Donc on se retrouve ici, on a eu des cessions d'actifs importantes, donc qui ont fait gonfler un peu la marge quand même. Donc on a eu 10 millions de cessions d'actifs, 11 millions de cessions d'actifs immobiliers, 800 000 euros de cessions d'actifs de véhicules, et donc on se retrouve avec des produits et charges opérationnelles positives.
Qu'est-ce qu'on a là? Donc un résultat opérationnel en progression sur les activités core business, un résultat net en hausse, donc qui fait suite au résultat opérationnel en hausse également, et aussi à une baisse on a également une baisse de l'imposition, du taux d'imposition de 2 points de base, il me semble. Donc c'est très positif pour les marges. On a des capex qui restent élevés, qui ont augmenté de 160 à 213 millions d'euros. Et on a eu 82 millions d'euros de croissance externe. On a l'endettement qui augmente légèrement de 130 millions d'euros. Un free cash flow qui est en diminution. Un dividende qui augmente, qui va être proposé à l'AG, mais qui augmente de 33%. Donc pour ceux qui sont intéressés par le dividende, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Stabilisation de l'activité. Comme on l'a dit, flambée des coûts de l'énergie, plus 75% du carburant, tension sur les matières premières. Donc on a quand même une très bonne activité en France, tirée par le frais et la restauration hors domicile. Comme je l'ai dit, dispositif opérationnel, signature de 3 nouveaux contrats. Donc c'est très intéressant. Et du tempéré sec alimentaire, plus 21%. Par contre, on a un ralentissement à cause du coût de l'énergie, de la consommation qui impacte les grandes et moyennes surfaces et le surgelé. Donc je vous laisserai lire le rapport financier en entier, mais voilà. Là, on a un foyer de perte qui est l'activité maritime, donc qui fait 30 millions de pertes au niveau du résultat opérationnel. On a des négociations avec le groupe CMA-CGM en vue de la cession du pôle maritime qui est très intéressante. Donc là, on a un petit article de S'investir, les Échos S'investir, qui nous dit que des négociations exclusives ont été entamées. Elles ont bien avancé, notamment le 8 mars, donc il y a 2 jours, un protocole d'accord a été signé entre Steph et la CMA-CGM. Donc on a vraiment un accord, un protocole d'accord a été signé. Donc c'est quasiment fait, sauf qu'il reste encore à lever les conditions suspensives, c'est-à-dire obtenir l'aval des autorités de la concurrence française et marocaine, ainsi que des autorités corses délégantes du service public. Donc là, en effet, on n'a plus qu'à s'en fier aux autorités pour cette vente, car le protocole d'accord a été signé. C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. On a vu ça. Je voulais rajouter un petit truc ici. C'était que l'électricité, du coup, elle pèse sur les résultats. J'ai noté ça. À quel niveau? Activité dans le transport et l'entreposage frigorifique, c'est très énergivore. Steph a subi de plein fouet l'envolée des prix de l'énergie, en plus de l'inflation salariale. Pour faire suivre son activité, Steph a dû recruter des nouveaux employés et en plus faire face à une augmentation des salaires à cause de l'inflation. Donc en 2022, on était très exposé au marché spot de l'électricité et notre facture a augmenté de 75%, soit 45 millions d'euros en plus pour culminer à 110 millions d'euros, détaille Stanislas Lemort. L'Italie, ça a été le gros point noir, car en 2021, Rome avait couvert les achats d'électricité, mais le processus s'est achevé en 2022. Les prix se sont alors envolés. Manque d'anticipation de Steph, de ce côté-là, de sa filiale italienne. On a eu un impact de 7,5 millions d'euros sur son résultat au niveau du coût de l'électricité qui s'est envolé en Italie. Et en plus, on a eu 7 millions d'euros liés à un contrôle fiscal dans le pays. Donc franchement, l'Italie, ça a été assez compliqué pour cette année. Donc on a aussi un impact significatif de la hausse des taux d'intérêt. En effet, la dette de Steph est à 45% à taux variable. Donc avec la hausse des banques centrales, des taux d'intérêt des banques centrales, on aura un triplement des charges financières en 2023 comparé à 2021 et ces charges elles vont atteindre 21 millions d'euros. Donc on va dire c'est à ne pas négliger, mais au niveau de Steph c'est pas non plus ça va pas non plus impacter énormément le résultat.
Au niveau de la marge opérationnelle de Steph, elle s'est effritée à l'international, mais elle a quand même augmenté de 1,5 points à 7,4% en France, son premier marché. On a une bonne dynamique commerciale du segment frais et des activités de restauration hors domicile. Comme le dit Marc Vattard, il y a une formidable demande dans la restauration hors domicile. Nous avons signé 3 dossiers significatifs, comme je vous l'ai dit aussi également. Notre offre qualitative intéresse le marché. En effet, après plusieurs années de restructuration, la division affiche aujourd'hui un taux de marge proche de 5%. Donc là, on a une très bonne gestion du groupe Steph. Et là, on a une augmentation des marges significatives à ce niveau-là. Donc, on va passer à l'analyse quantitative du prix de Steph. Et avant tout, je voulais vous montrer qu'on a une ambition, un plan stratégique 2022-2026 de porter le chiffre d'affaires à 5 milliards d'euros en 2026. Ce qui est, selon moi, très atteignable. Parce qu'en effet, cette année, on est quand même à 4,2 milliards d'euros en hausse de 22%. Donc, ce qui est, selon moi, très probable. C'est même très probable qu'il soit atteint avant ce 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, je voulais juste aller... j'en étais où? Ça. Ici. Donc, oula. Ça. Au niveau des perspectives, on a la formalisation pour 2023, les perspectives. On a une formalisation du plan stratégique avec 2 impulsions majeures, Customer Care et People Care. On a une poursuite des investissements en matière de transition énergétique. En effet, Steph est énergivore, comme je vous l'ai dit, tant au niveau des camions que des entrepôts. Ils veulent faire des innovations comme moteur de la transformation et idéalement finaliser la vente de la méridionale. Donc maintenant, on passe à l'évaluation quantitative. Donc, on va se retrouver ici avec le petit post-it ici. Ah, j'arrive pas. Alors ça, c'est celui-là. Donc, comme je vous ai dit, 5 milliards de revenus d'ici 2026. On va regarder la marge nette et les free cash flow. Alors ça. Donc comme on l'a vu, ces 10 dernières années, la marge nette était supérieure au free cash flow. Mais actuellement, normalement, les free cash flow sont plus élevés que la marge nette. Donc on va regarder ça, free cash flow. On les met sur le même graphique. Et en effet, sur les 10 dernières années, on avait un free cash flow inférieur au net income à cause du, comme nous l'a expliqué Étienne Monceau, car les CAPEX sont supérieurs aux amortissements. Le parc d'activité est en développement. Donc, on a les CAPEX qui sont supérieurs aux amortissements. Donc, durant ces 10 dernières années, on a les CAPEX qui sont supérieurs aux amortissements, sauf ces dernières années où le free cash flow est supérieur. Donc, on va se référer à la marge free cash flow quand même, à la marge nette pour notre calcul. Net margin, je l'ai ici. Donc last 12 months, donc on a 3,37 de marge nette actuellement. On va regarder la moyenne de la marge nette qui est sur ces 10 dernières années. On a une marge nette moyenne de 2,92%. Sur ces 20 dernières années, on a 2,29%. Et en tout, on a 2,25%. Donc on voit que la marge nette s'améliore grâce à l'avantage compétitif que possède Steph. Donc moi je pense que cette marge nette est durable, mais je vais quand même prendre une marge nette de 3% pour me protéger. Donc je pense qu'ici la marge nette de 3,37% c'est largement tenable dans le temps, notamment car avec la montée en puissance en France et la stratégie internationale. Donc je prends 3% de marge nette. Voilà, 3%. Au niveau du PER, à combien s'échange cette valeur régulièrement et actuellement? Donc au niveau des price earnings, last 12 months, on va prendre
les PER moyens. Donc, sur ces 10 dernières années, la valeur s'est échangée à 10,5 à 11 fois les bénéfices. Actuellement, on est à 10,5 fois. Sur ces 20 dernières années, 11,5 fois également. Et sur la totalité de la cote disponible, on a 11,8 fois. Et je pense que si on arrive à vendre la méridionale, je pense qu'elle pourrait s'échanger à 13-15 fois les bénéfices ces prochaines années. Donc je vais faire un calcul à... Allez, on va prendre 11 fois, on va prendre 11 et 15 fois pour nos calculs. Car si on a la vente de la méridionale, je pense que ça pourrait être excellent. Et la vraie valeur de Steph pourrait être valorisée en bourse. Donc au niveau du nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? On a 12,58 millions d'actions. Donc on voit qu'on a quand même une bonne baisse du nombre d'actions. Donc la société a bien racheté ses actions et est plus sur une stratégie de versement de dividendes actuellement. Donc là on a 12,58 millions d'actions. Donc on va se retrouver ici 12,58. Au niveau de la dette nette, alors c'est là que ça devient intéressant. Au niveau de la dette nette, on va aller directement sur la présentation annuelle. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Tac. Donc, voilà. Donc, au 31/12/2022, on a un endettement net de 1,72 milliard avec... elle est où notre trésorerie? Voilà. Dette nette à la clôture, dividende, augmentation de capital, programme d'investissement. Où est-ce que je trouve la trésorerie? Bon, on a autre mobilisation active courant. Ouais, je trouve pas la trésorerie, c'est bizarre. Bref, on a donc du coup on a un endettement net de 1,72 milliard. On va le noter là. Donc 1,72 milliard. Et qu'est-ce que nous dit Koifin? Koifin, il nous dit net dette. Qu'est-ce que nous dit Koifin? Ouais, on a une dette un peu plus, une dette à peine supérieure. On va se fier au rapport financier, hein. On a une dette supérieure ici. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une augmentation des immobilisations corporelles, donc les entrepôts de Steph, et donc qui sont encore en augmentation, comme le dit Philippe Lucchesi. Donc là, on a des actifs qui sont vraiment pas valorisés, 1,8 milliard d'actifs d'immobilisation corporelle et donc d'actifs. Donc ici, je vais mettre 1,8 milliard. Et donc, à la différence, on va avoir, on va valoriser ça plus 800 millions en actifs corporels. Je trouve que c'est aberrant cette valorisation de Steph. Donc, on a dit qu'on avait 1,8 milliard d'actifs d'immobilisation incorporelle pour une société qui a une capitalisation boursière de 1,36 milliard d'euros. Donc, Steph, elle est valorisée en dessous de ces immobilisations corporelles. Donc c'est vraiment aberrant, je trouve. Donc franchement, je trouve que c'est une très belle boîte qui n'est pas vraiment reconnue. Donc maintenant, on passe au calcul. On passe au calcul de la valeur. Alors, je reviens là. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, hop. Je reviens là, calculatrice. Donc, plan 2026 très atteignable. 5 milliards de chiffre d'affaires. On a une marge nette de 3%. On a un PR de 11 avec un nombre d'actions. Non, attendez, hop, je vais faire ça. 1,6 milliard
500 millions, plus 800 millions d'euros d'actifs corporels. On tombe à 2 milliards 450 millions et on divise ça par les 12,58 millions d'actions. Et on tombe à 194 euros l'action. 194 euros l'action, et on est seulement à 11 fois les bénéfices. 194 euros l'action. Donc franchement, je pense qu'on a une forte... on a vraiment un mode sur Steph et on a une grosse opportunité d'investissement là. J'imaginais pas à 15 fois les bénéfices qu'on va trouver. Donc on reprend 5 milliards de chiffre d'affaires largement atteignable car on est déjà à 4,2 milliards cette année. Fois la marge nette qui est de 3%. Plus... attendez. On a 150, je suis bête. Je fais toujours dans le mauvais ordre. Fois 15 fois les bénéfices. Plus 800 millions qui est la différence entre la dette nette et les actifs corporels. Diviser tout ça par le nombre d'actions qui est de 12 millions 58. On tombe à un prix de l'action à 242 euros. Je trouve ça vraiment aberrant. La décote qu'il y a sur cette valeur. Il y a une énorme décote et franchement, c'est une grosse opportunité d'investissement à l'heure d'aujourd'hui et elle rentre bien dans une stratégie quality value et small cap, même si c'est un peu une mid cap. D'ailleurs, William Higgins s'est renforcé récemment sur le titre et je pense que franchement c'est une très bonne entreprise. Et au niveau du dividende, on a quoi? On va aller revoir les net income, les free cash flow d'ailleurs, pardon, parce qu'on paye les dividendes avec les free cash flow. Et là, on a 146 millions de free cash flow. Donc, on fait 146 divisé par 120, ça. Donc, on a une possibilité, si la société nous reverse la totalité de ses free cash flow, on a 11% de rendement sur la société et on est actuellement à un dividend yield de 3%. Donc on a encore une possibilité d'augmentation de 4 fois de 4 fois avant que le dividende soit en danger. Donc je pense que le dividende est très safe. Et d'ailleurs, il est encore en augmentation cette année de 33%. Donc attendez, on va aller voir un peu les dividendes aussi. Dividendes per share. On va voir un peu l'augmentation des dividendes depuis ces dernières années. Pour ceux qui sont très intéressés par une stratégie dividende, je trouve que Steph, c'est une excellente société. D'ailleurs, c'est un dividende aristocrate français, il me semble, Steph. Voilà. Donc là, on a une augmentation du croissance du dividende. Malheureusement, elle avait suivi les conseils du gouvernement. Elle avait coupé son dividende pendant la pandémie en 2021. Elle a fait un rattrapage durant 2020. Elle a fait un rattrapage en 2020 pour le dividende. Et là, on est en 2022, le dividende à 3 euros. Et pour 2023, on prévoit de nouveau un dividende à 4 euros. Et j'avais vu un très bon article de Investissement Facile. Dividende aristocrate. Voilà. Les dividendes aristocrates pour votre PEA. Et on avait bien Steph. Donc je vous invite à également aller voir ce blog très intéressant du collègue qui a également une chaîne YouTube, donc Investissement Facile. Tac, je vais vous épargner ça, Steph. Donc voilà, date de création, Steph. On a 1920, secteur transport et logistique. Donc vous avez le code ISIN ici si vous voulez investir sur la valeur. On a un rendement du dividende en novembre 2022 de 3,66%. Un payout qui tourne autour de 30%. Une croissance de dividende sur ces 5 dernières années de 33% et qui va encore continuer vu que cette année on a 33% de croissance du dividende. On a un dividende croissant depuis 23 ans.
Qu'est-ce que nous dit le copain? Ah, et puis je voulais aussi vous montrer le petit dossier de Philippe. Sur sa valeur, il fait des petits papiers sur Steph, des papiers gratuitement. Donc si vous vous intéressez à ça, vous pouvez aller voir en dessous de sa vidéo, vous trouverez ce papier. Donc pour 2022, la société, elle voulait, on va voir si ça a été respecté, continuer à faire ce que le groupe sait faire, mailler et densifier les territoires. C'est ce qu'il a fait en achetant Frigo Suisse et la société encore une société en Italie. Donc assurer la bonne intégration de la société Langons au Royaume-Uni. Face à l'inflation des prix de l'énergie, Steph répercute le prix des carburants selon l'indice CNR. Donc comme je vous l'avais dit, Steph est protégé au niveau des carburants, même si je pense que les carburants, ils peuvent pas aller au-dessus de 2 euros actuellement. On est plutôt sur une décrue des coûts du carburant. Et au niveau de l'électricité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Steph est couvert à prix fixe sur l'électricité pour 56% de ses besoins en 2022 contre 26% en 2021. Donc malgré ça, Steph, elle a dû faire face à une grosse augmentation, comme on l'a vu, des coûts de l'électricité, même si elle est bien couverte. Et j'adore sa matrice SWOT sur l'entreprise Steph. Donc en force, qu'est-ce qu'on a? On est sur un secteur défensif, consommation de base, donc peu cyclique, un peu comme du Walmart, sauf qu'on est dans le transport ici. On a des parts de marché fortes en France, 60% de parts de marché, donc indétrônable. On a une stratégie de maillage en nénuphar mature en France et en cours à l'international. Donc on va avoir une montée en puissance de l'international ces prochaines années. On a un bilan très très solide, donc comme on l'a vu avec 1,8 milliard d'immobilisation corporelle. Et on a une gestion familiale, vision long terme, pérennité de l'entreprise, importance du capital humain. Notamment, on sait que les employés, à travers, ils sont investis à 17% dans Steph. Ils ont 17% de la market cap, donc ils sont bien impliqués. Et cette hausse du dividende, ça va aussi les impacter et être bénéfique pour eux. En faiblesse, on a quoi? On a un développement énergivore. Donc en effet, on est dans de la construction de bâtiments. On a une exploitation énergivore, comme je vous l'ai dit, des entrepôts frigorifiques, il faut les refroidir. Et on a au niveau du transport des camions, des semi-remorques, donc énergivores également, et frigorifiques, donc une énergie dépensée supplémentaire. On a un secteur exposé à la hausse des prix de l'énergie, donc comme on l'a vu cette année, même si la société est restée très très solide, malgré une explosion des coûts de l'énergie. Et actuellement, on a des pénuries de personnel dans certains secteurs, comme au niveau des conducteurs. Ils ont un peu de mal à recruter des conducteurs, mais ça s'est un peu amélioré apparemment. Opportunité, je vous laisse aller voir sa vidéo, mais il nous parle plus précisément du deal avec Nagel qui permet de faire 300 millions de chiffre d'affaires en plus sur des activités déjà rentables avec des portefeuilles clients qui sont déjà existants, notamment au Royaume-Uni. Et au niveau menace, on a l'inflation du prix de l'énergie et l'augmentation des salaires également. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et donc un PER de 11, on a dit 194 € l'action. Un PER de 15, 242 € l'action. Horizon 2026. Allez, je vais quand même faire un petit calcul avec les revenus actuels pour voir si on a une opportunité d'investissement. 4 milliards 200 000. On va prendre ça. 4 milliards 200 millions. On va reprendre un PER de 11. Et on va faire le calcul pour rigoler un peu. Et on va voir ce que ça donne. Donc on en a dit 4,2 milliards fois la marge nette 0,03. Non, on veut ça. 0,03 fois un PER de 11. On est égal à ça. On fait plus la différence entre la dette nette et les actifs corporels qui s'élève à 1 milliard 800 millions d'euros. On met 800 millions d'euros également là. On divise ça par le nombre d'actions qui sont de 12 580 000. Et on tombe sur un prix de l'action à 173 €. Donc, c'est uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Mais on a une belle société et selon nos calculs, à un PER de 11,
on a l'action qui vaudrait 173 € avec les revenus actuels. Donc c'est une très belle opportunité dans une stratégie quality value et sachant que la société Steph a un moat, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je vous dis à très bientôt, likez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous.